Elle est considérée comme l'une des militantes antiracistes et féministes les plus influentes du monde francophone. Je vous demande une énorme salve d'applaudissements pour Rokhaya Diallo. Bonjour, merci beaucoup pour cette introduction. Je suis très heureuse de participer à ces assises genre et numérique. Merci beaucoup à Maya Doubou d'avoir organisé ma venue et merci à vous d'être présents et présentes. Présentes surtout à féminiser. Les thématiques qui ont été évoquées jusqu'ici font vraiment écho à ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, à savoir la question de la manière dont les journalistes peuvent s'affirmer dans l'espace public, mais surtout la question de la liberté d'expression. Il se trouve que j'ai travaillé cette année sur un rapport qui sera rendu public au mois de décembre sur la question de la liberté d'expression des femmes et sur les régressions qu'on a pu observer ces dernières années, notamment influencées par les avancées, en tout cas les évolutions de l'espace digital et technologique. Donc pour commencer, je voudrais parler de moi, mais parler de moi pour montrer à quel point ça reflète la situation d'autres personnes qui n'ont pas accès à la même visibilité que moi pour en parler. Et donc comme ça a été très bien dit, je suis journaliste et assez visible dans l'espace public, notamment français. Et dès mon apparition dans la sphère publique, j'ai fait face à des commentaires absolument abjects, racistes de l'extrême droite sur Internet, à une époque où les réseaux sociaux n'étaient pas aussi développés. Et puis quand les réseaux sociaux sont arrivés, ça a pris d'autres formes, et c'est la première chose que je voudrais vous montrer. Donc c'est un extrait d'un documentaire que j'ai réalisé en 2014. Il a été tourné en 2013 pour vous dire à quel point ces questions-là sont anciennes. C'était une époque où on ne parlait pas de cyberharcèlement, le terme n'existait pas, mais pour autant l'expérience était très partagée. Donc je vais vous montrer le début de ce documentaire et puis reprendre le fil de ma réflexion. Je sais pas l'habitude des souris. Jacinthe. Voilà. Je m'appelle Rokhaya. Je suis journaliste. J'utilise beaucoup les réseaux sociaux. Ça me permet de lancer des discussions autour de sujets qui me tiennent à cœur, comme le racisme ordinaire. J'apprécie particulièrement Twitter, où chacun peut prendre la parole en postant des messages courts et accessibles à tous. On peut choisir d'utiliser sa véritable identité ou de masquer son nom derrière un pseudonyme. Tous les utilisateurs de Twitter, que l'on appelle les tweetos, peuvent ainsi s'interpeller et converser, même s'ils ne se connaissent pas. Les prises de position me valent régulièrement des commentaires hostiles. Des propos plus ou moins agressifs auxquels j'ai pris l'habitude de ne plus répondre. Mais une nuit, j'ai reçu un tweet particulièrement menaçant. Il faut violer cette conne de Rokhaya. Comme ça, fini le racisme. Un appel public au viol contre ma personne pour me punir de mes prises de parole? Quelle violence! En y regardant de plus près, je ne suis pas la seule à être exposée à des propos si choquants. Sur Internet, les injures abondent. Les circoncis sont vraiment des ordures. Racisme, Bougnoul. sexisme, Espèce de féministe de... ou homophobie, ce sont des milliers de messages qui se répandent quotidiennement. Encore ces putains de musulmans. Un bon juif est un juif mort. Qu'est-ce qui alimente un tel déferlement? Peut-on dire n'importe quoi sur le net sans engager sa responsabilité? Comment faire pour stopper cette surenchère dans la haine? L'anonymat ne doit pas tout permettre. Je veux comprendre ce qui se cache derrière un tel déchaînement. Bonjour Rokhaya. Pour savoir si on peut porter plainte contre l'auteur d'un tweet injurieux, je consulte un avocat, Maître Grossman. Dites-moi ce que vous avez reçu exactement. J'ai pas voulu le dire, je vais vous le faire lire. Donc j'ai reçu ça en fait. Alors, donc c'est un certain FLNM93 qui dit il faut violer cette conne de Rokhaya, comme ça finit le racisme. Ouais. Bon, déjà, première analyse, cette conne, c'est une injure. Il n'y a pas de débat.
Et il faut violer, ça c'est une incitation à commettre une infraction sexuelle, en l'occurrence un viol. C'est une infraction très sévèrement sanctionnée par 45 000 € d'amende et 5 années d'emprisonnement. D'accord. Voilà. Même sur Twitter, quand ça change. Alors, absolument, le message a été reçu sur le feed public Twitter, bien d'accord. C'était pas un message privé. Donc, nous sommes bien dans le cadre d'injures publiques et d'appels publics au viol. Ce que je suggère, c'est d'écrire d'ores et déjà au service de Twitter, puisque ce site internet indique que dans le cas de réception de messages violents pouvant entraîner des blessures graves, Twitter peut se montrer coopératif. Et en fonction de leur réponse, si on a l'identité, on pourra citer cette personne devant le tribunal correctionnel. Si on n'a pas, on pourra toujours dénoncer les faits au procureur de la République, bien sûr. Mais c'est possible qu'on ne le retrouve pas en fait. Bien sûr. Si cette personne est un tant soit peu sachante en matière d'informatique et que le compte renvoie un autre compte, etc., et ainsi de suite, il n'est pas forcément nécessairement identifiable. Voilà. La justice s'applique donc à Internet comme au monde non virtuel. Je décide de porter plainte pour couper court au sentiment d'impunité qui semble régner sur les réseaux sociaux. Les premières victimes de la haine sur Internet sont les personnalités publiques. C'est d'ailleurs l'affaire Christiane Taubira qui révèle à l'opinion française que les réseaux sociaux peuvent être vecteurs du racisme. Une candidate du Front National aux élections municipales a publié sur son profil Facebook des photos comparant la ministre de la Justice à un singe. Une élue UMP a utilisé son image pour parodier la publicité Banalia. Les auteurs de ces publications ont été exclus de leurs martyrs respectifs. La décision tombe rapidement. Voilà, ouais, c'est con. Ah ouais, c'est vraiment... Le tribunal a été vraiment intransigeant, finalement. Le tribunal a été plus lent que la réquisition de la procureure, puisqu'il a repoussé 2 000 € d'amende. Il a doublé la réquisition de la procureure et il l'a condamné à une amende et à des dommages d'intérêt. Pour chacun, la délit et l'injure et la provocation. Voilà, vraiment, pas condamnation, pas par de la fumée. J'ai atteint mon but. Mais que représente cette seule condamnation sur la centaine de milliers de propos qui foisonnent sur Internet? J'ai conscience de mon privilège. J'ai eu la chance de pouvoir solliciter les conseils d'un avocat et donner de la visibilité à l'affaire qui me concernait. Et pourtant, je sais que la justice ne pourra pas défendre chaque personne qui, comme moi, sera confrontée à des internautes haineux. Et à l'époque, j'ai été une des premières en France, non seulement à porter plainte, mais à obtenir une condamnation donc cet utilisateur. Ce que montre le documentaire, c'est un parcours à travers une circulation auprès d'autres personnes qui sont aussi harcelées pour des raisons sexistes, des raisons d'antisémitisme ou d'homophobie. Ce que montre aussi ma présence dans l'espace public, et encore une fois, c'est un exemple, c'est pas pour parler uniquement de moi, c'est que j'ai pu être aussi la cible de groupes idéologiques proches du gouvernement, donc y compris dans les pays qui sont considérés comme démocratiques, les gouvernements peuvent aussi être à l'origine de formes de harcèlement. Et donc, par exemple, en 2021, un scandale a révélé que des fonds publics avaient été détournés pour financer des campagnes de harcèlement visant des personnalités publiques. Ce fonds, en France, s'appelle le fonds Marial. Et parmi ces personnalités publiques, je figurais. Et donc, au-delà des frontières de mon pays, j'ai aussi fait l'objet d'espionnage et de fichage de la part de puissances étrangères. Donc, comme je le disais à l'instant, l'enjeu n'est pas simplement la personne, mais la capacité d'une société à protéger les femmes qui s'expriment dans la sphère publique, et notamment numérique, et à accueillir des voix discordantes et à accepter également le débat critique, alors que la société a besoin justement de ces voix divergences. En plus de 15 ans de pratique du journalisme, j'ai constaté à quel point celles et ceux qui dénoncent les violences sexistes, les violences policières ou les politiques migratoires iniques sont systématiquement prises pour cible sur les réseaux sociaux. Alors, au cours de la dernière décennie, les voix en faveur des droits humains et de l'égalité et des droits des femmes et de l'égalité des genres se sont multipliées dans la sphère numérique, comme d'autres mouvements comme les printemps arabes ou Black Lives Matter. Le mouvement MeToo a été créé sur MySpace par l'éducatrice Tarana Burke en 2007, avant d'être amplifié sur Twitter par l'actrice Alyssa Milano. Et ça a renforcé la couverture médiatique des questions de violences sexistes et la prise de conscience quant aux violences de genre et au sexisme systémique. Tandis que les réseaux sociaux permettent aux femmes de contourner les filtres médiatiques traditionnels et de créer leurs propres espaces d'expression.
Ce sont des vecteurs de visibilité, de mobilisation, mais aussi des signes de ce que le numérique peut apporter, mais aussi ses limites. En effet, le numérique, comme les médias digitaux, redessine des images de femmes, des personnes minoritaires, et ce glissement interagit avec des inégalités. Donc la question qui se pose, c'est qui est vu, qui est entendu, dans quels termes, et qu'est-ce qui reste invisible ou déformé. Ce sont aussi des espaces où l'extrême droite, longtemps bannie des espaces médiatiques dominants, a forgé une forte influence et une expertise redoutable qui se traduit aujourd'hui par la circulation massive de contenus racistes et masculinistes. Ces dernières années, une riposte bien financée a freiné les quelques avancées dont je parlais à l'instant, notamment par le harcèlement en ligne et des restrictions institutionnelles qui limitent l'expression et la participation des femmes à la vie civile. Les plateformes et certains podcasts renforcent les stéréotypes de genre qui cantonnent les femmes à des rôles traditionnels. Leurs algorithmes favorisent les contenus masculinistes viraux produits par ce qu'on appelle la manosphère en prenant une supériorité masculine tout en promouvant les influenceuses tradwives qui valorisent une montée d'un rôle, en tout cas la valorisation d'un rôle réducteur pour les femmes. Alors les recherches montrent que les femmes, de manière générale, sont moins à l'aise que les hommes pour exprimer leurs opinions en ligne. C'est un phénomène qui est évidemment ancré dans des pratiques historiques qui dévalorisent la parole des femmes. Et ces normes misogynes, déjà présentes dans le monde physique, sont amplifiées sur les plateformes numériques où les femmes et les personnes de genre non conforme cherchent pourtant un espace d'échange et de soutien. Les chiffres sont clairs, le harcèlement en ligne des femmes journalistes a fortement augmenté ces dernières années. La violence de genre facilitée par la technologie se définit comme toute atteinte aux droits et libertés exacerbées par les outils numériques touchant les femmes de manière disproportionnée. Les chiffres montrent que sur Internet, le harcèlement est l'expérience la plus partagée par les femmes et les minorités de genre. Une étude de Plan International datant de 2020 révèle que dans le monde, 58% des jeunes femmes ont subi du harcèlement en ligne, souvent dès 14-16 ans, façonnant durablement leur rapport à la visibilité. Ainsi, à tous les âges, l'écrasante majorité d'entre elles témoignent d'expériences de violence hostiles à leur expression dans l'espace numérique, plus encore lorsqu'elles appartiennent à des groupes marginalisés. Les campagnes de désinformation genrée exploitent les fractures sociales, le racisme, l'homophobie, la transphobie, pour discréditer les femmes et les groupes marginalisés, en particulier les journalistes et les militantes. 60% des journalistes couvrant les droits des femmes déclarent avoir subi du cyberharcèlement, selon RSF. En 2023, c'est un exemple, la journaliste Marianne Spring a absorbé plus de 80% des abus en ligne contre les journalistes de la BBC, une seule femme. Selon le Parlement européen, 60% des harcèlements sur les réseaux sociaux visent les militantes des droits humains et des droits des femmes. Plus elles sont visibles et audibles, plus elles s'engagent en faveur des droits humains, plus les femmes risquent des agressions numériques. Ainsi, la violence inhérente à la visibilité des femmes sur les plateformes digitales constitue un obstacle dissuasif majeur à leur libre expression. Et c'est un problème d'envergure mondiale. Une étude de l'UNESCO démontre que la pandémie du Covid-19 a intensifié les violences, aggravées par la dépendance aux communications numériques et à la montée de la désinformation, ce qui a été appelé disinfodémie, renforçant ainsi la défiance envers les journalistes. Cette violence en ligne n'a rien de virtuel. Elle constitue une menace majeure pour la sécurité des journalistes, des femmes et des personnes non binaires qui sont les premières ciblées. La misogynie numérique, décrite ainsi par Sarah Sauvierage, se manifeste principalement par le cyberharcèlement, utilisé dans 66% des cas de violence de genre en ligne. Les formes de violence de genre en ligne sont diverses. Il y a le harcèlement misogyne, les atteintes aux données personnelles qui augmentent les risques physiques et les campagnes coordonnées de désinformation. Ce cyberharcèlement, souvent orchestré par des groupes organisés, peut impliquer des figures politiques, des forces de l'ordre ou des médias, et ce qui renforce l'ampleur de ces attaques. Parce que quand on pense cyberharcèlement, on pense beaucoup à des anonymes qui spontanément vont harceler des personnes, mais on n'imagine pas qu'il y a aussi des forces politiques ou médiatiques qui peuvent être organisées pour cibler des personnes parce qu'elles dénoncent un certain nombre de choses. Les victimes exposées en continu sur leurs appareils décrivent ces vagues d'attaques comme un tsunami numérique, ce qui illustre leur violence extrême. La violence contre les femmes journalistes vise à les humilier, à les terroriser, à les réduire au silence et à discréditer leur travail, freinant ainsi leur liberté d'expression. Les femmes issues de minorités ethno-raciales, LGBTQIA ou de milieux précaires subissent une violence encore plus intense. Alors que 64% des femmes blanches subissent la violence en ligne, 81% des femmes noires, 88% des femmes juives et 86% des femmes autochtones
et 77% des femmes latinas y sont exposées. Une étude d'Amnesty International montre que les femmes noires ont 84% de plus de risque que les femmes blanches d'être ciblées par des tweets injurieux. Et dans le sud global, la peur du rejet et du manque d'empathie renforcent les femmes qui sont ciblées par ce type de harcèlement. Je prends l'exemple par exemple de la journaliste indienne Rana Ayoub qui a été ciblée par un harcèlement sexiste et islamophobe extrême. Elle a été mise aux enchères via une fausse application en 2022, ce qui illustre l'ampleur des violences qui est aussi soutenue par des antennes gouvernementales. Donc le recours à des technologies de plus en plus performantes amplifie le possible niveau de violence et les dommages possiblement causés. En effet, il est désormais possible d'usurper une identité plus facilement, de créer des contenus dégradants et mensongers crédibles, ce qui peut gravement nuire aux femmes et à leur réputation. Ces procédés dissuasifs entraînent de plus en plus souvent le découragement de leurs victimes qui, par ailleurs, peinent à obtenir, contrairement à moi, une réponse judiciaire. Le cyberharcèlement et la désinformation genrée, orchestrée par des individus ou des groupes coordonnés, présentent des conséquences graves sur la santé économique, physique et mentale des personnes ciblées. Donc cette désinformation de genre, qui est la diffusion d'informations et d'images trompeuses ou erronées contre des femmes, leaders politiques, journalistes et figures publiques, selon des scénarios misogynes et fondés sur les stéréotypes de genre, vise à discréditer les femmes leaders, journalistes, à saper leur crédibilité et leur autorité pour maintenir la domination masculine dans les sphères de pouvoir. Donc il y a vraiment un but d'effacement et d'évacuation de ces femmes dans des espaces où elles peuvent imposer des opinions qui peuvent justement infléchir les dynamiques de domination et de genre. Selon l'ONU, cette désinformation genrée réduit au silence les voix qui ne se conforment pas aux normes de genre et repose sur 3 piliers: la fausseté, la malveillance et la coordination. Exploitant les stéréotypes et les discriminations existantes, elle cible l'apparence. Donc ces discriminations distinctes, c'est le racisme, l'homophobie, la transphobie. Elle cible l'apparence et la sexualité des femmes bien plus que leurs compétences professionnelles réelles. Facilitée par l'accessibilité des nouvelles technologies, la fabrication de contenus diffamants ou pornographiques alimente des campagnes virales sur les réseaux sociaux, causant de dommages durables sur la réputation des victimes, même après des démentis structurés. Dans le contexte des médias et de l'information, les intelligences artificielles génératives permettent de procéder rapidement à la génération automatique de textes, d'images, de deepfakes, outils d'aide à la production, automatisation dans la rédaction de contenu. Le harcèlement et la désinformation genrée sont amplifiés par ces technologies et par l'IA générative qui facilite justement cette automatisation et cette diffusion. Et les biais intégrés aux algorithmes renforcent les stéréotypes existants, comme l'a constaté une journaliste asiatique dans un rapport de l'UNESCO, dont les avatars étaient systématiquement hypersexualisés. Les deepfakes pornographiques, qui représentent 96% des contenus manipulés, visent les femmes dans 99% des cas, et leur impact est possiblement destructeur. En 2020, la journaliste Rada Owais a vu ses photos volées et modifiées pour paraître sexuelles avant d'être diffusées en ligne. Selon l'animatrice de télévision Enora Malagré, victime de deepfake, le choc psychologique est énorme. Je vais montrer une vidéo de son témoignage. C'est une animatrice française. On voit que c'est votre visage qui a été dégoubé et rajouté sur le corps d'une actrice porno. On vous voit ici en hôtesse de l'air, ça devient beaucoup plus trash ensuite. Évidemment, on va pas montrer ces images, mais ça fait des dizaines de milliers de vues sur Internet. Vous saviez, vous, que ce type d'image pornographique de vous existait? Non, je l'ai appris avec vos journalistes. Je savais qu'il y avait des photos de moi un peu trafiquées qui circulaient. J'ai l'habitude d'être cyberharcelée, j'ai l'habitude d'avoir une image parfois un peu trafiquée, torsadée, mais ça je l'ai découvert avec le choc aussi que ça provoque. Là j'ai connu ça d'une rare violence. Je crois pas, j'ai l'impression d'avoir commis l'agression sexuelle et je crois pas qu'on ose qu'à recouvrir. C'est une agression sexuelle. Il y a quelque chose de cet ordre-là, étant donné que mon visage est sur un corps, ce corps a un rapport sexuel avec quelqu'un, ça je ne le consens pas. Donc je ressens évidemment une profonde atteinte à la dignité. Mais
mais je sais pas si je vais porter plainte, parler d'agression sexuelle. Or, j'ai même pas vraiment les mots parce que je suis encore très émue par ces images. J'ai quand même, je vais en parler à mon psy. Je veux dire, j'ai vraiment, c'est quelque chose qui est très méconnu. J'ai la sensation que néanmoins, à un moment, j'envisage que ça peut être mon corps. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on voit ces images, on oublie à un moment, même moi, je sais que c'est pas mon corps, j'oublie assez rapidement que ça n'est pas mon corps. Et j'assimile ce corps comme le mien. Donc j'assimile cette image de moi en train d'avoir un rapport sexuel avec quelqu'un que je ne connais pas, que je n'ai pas consenti. Donc pour moi, c'est une agression. Alors on voit effectivement, on a du mal à mesurer en fait quand on ne l'a pas vécu à quel point c'est traumatisant et à quel point ça fait quand même écho à une expérience qui, même si elle n'est pas corporelle, reste extrêmement marquante du point de vue psychologique. Et effectivement, Enora Malagré, on en a parlé à plusieurs reprises, elle a dû vraiment être accompagnée pour surmonter en fait la vue de ces images qui ont été fabriquées, parce que c'est la personne qui a en France subi le plus de deepfake, parce qu'il y avait beaucoup d'images d'elle qui circulaient, qui avaient facilité en fait à utiliser son visage, parce qu'elle avait été animatrice de télévision sur une quotidienne pendant plusieurs années. Et c'est effectivement extrêmement choquant, et c'est quelque chose qu'il faut vraiment penser dans l'accompagnement des victimes. Donc une fois qu'on avait ce constat, j'ai oublié de vous montrer mes autres chiffres, mais une fois qu'on a fait ces constats, je pense que ce qui est important, c'est de reprendre la main sur nos histoires dans ces espaces numériques, et donc de donner aux femmes, aux personnes qui sont minorées par les oppressions, aux journalistes, aux activistes, aux femmes politiques, mais aussi aux femmes qui n'ont pas de visibilité, mais qui sont quand même cyberharcelées, des moyens de raconter leurs propres histoires et de contrôler leurs récits, de ne pas être justement réduites à des objets de harcèlement ou des objets qui sont racontés contre leur gré. Et donc, effectivement, l'espace numérique peut offrir des plateformes, des formes nouvelles d'expression qui peuvent bénéficier, notamment aux femmes. Je pense aux podcasts, aux réseaux sociaux, aux médias indépendants, aux formats courts, visuels. Mais les pièges sont multiples, parce que il y a quand même une dépendance qui est très très forte aux plateformes dominantes, qui sont détenues par des milliardaires. C'est l'algorithme, justement, qui favorise toujours les mêmes dynamiques, et la monétisation, et puis le fait que c'est possible favoriser une forme de surveillance. Sans compter, effectivement, le contrôle de l'IA et son incidence délétère sur l'environnement. Donc l'empowerment narratif ne peut pas se faire si la sécurité n'est pas considérée comme prioritaire. Je pense par exemple à Wang Xueqin, qui est une journaliste activiste chinoise, qui a pris la parole en ligne contre les violences sexistes, mais après a été arrêtée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire de pouvoir dénoncer et d'accéder à ces espaces numériques si derrière, en fait, on a le risque, on prend le risque de faire face à une sanction qui peut être numérique, mais aussi gouvernementale. Donc, ce qu'il faut marteler aujourd'hui, c'est que la violence ne s'arrête pas aux frontières du numérique. Elle n'est pas seulement virtuelle. C'est souvent le préambule d'une violence qui poursuit les victimes hors ligne et les conduisent bien souvent à prendre des mesures radicales pour se protéger ainsi que leurs proches. D'une part, le recours de plus en plus fréquent à des procédures judiciaires contre les journalistes ou les activistes qui émanent d'institutions ou d'individus est un outil de dissuasion redoutable, car il épuise les ressources matérielles, physiques et mentales de celles et ceux qui en sont la cible. Face à la cyberviolence, il est courant d'entendre qu'il suffit d'éteindre les appareils, minimisant ainsi l'impact réel. Et on vient de voir avec Enora Malagré que, en fait, c'est pas une question d'éteindre ou de pas éteindre. Ces contenus circulent indépendamment de notre volonté. L'extrême droite, le nationalisme et le populisme instrumentalisent la misogynie pour cibler les femmes journalistes, en particulier celles qui enquêtent sur leur mouvance. Ces attaques sont souvent amplifiées par des médias partisans, et certains acteurs médiatiques et politiques mainstream relaient aussi et légitiment parfois ces violences en ligne. Le harcèlement en ligne n'a pas remplacé la violence hors ligne, il l'amplifie et il l'aggrave, exposant ainsi les victimes à des risques physiques accrus. La surveillance, l'espionnage renforcent cette menace, contraignant certaines femmes à modifier leurs déplacements, renforcer leur sécurité ou déménager. Ce qui arrive très très souvent, c'est que les femmes qui sont mères voient leurs enfants menacés. C'est quelque chose de très très courant. Donc on voit bien qu'en fait la violence, elle s'étend à l'ensemble de la famille, que là où les hommes ne vont jamais voir leur famille exposée de la même manière, les femmes systématiquement, en cas de manière assez courante, voient leurs enfants, parfois vraiment des bébés, subir des menaces et puis recevoir par exemple, je pense à Nadia Dam, journaliste française qui a reçu l'adresse de l'école que fréquentait sa fille, quelque chose d'assez courant pour intimider les femmes. Et
Et donc, la prise d'opposition publique expose à des risques judiciaires croissants, c'est ce que je disais à l'instant, notamment via le durcissement des voies sur la diffamation et la cybersécurité qui sont souvent détournées pour restreindre l'expression légitime. Le Conseil des droits humains alerte sur ces abus qui interfèrent avec le travail des journalistes. Les procès paillons, qu'on appelle SLAP en anglais, sont utilisés pour intimider, épuiser financièrement et réduire au silence des journalistes, des militants, militantes, avec un impact économique accentué pour les femmes, ce qui freine évidemment leur liberté d'expression et leur faculté à formuler des opinions critiques. Donc ce qui est important aujourd'hui, c'est de protéger les femmes dans les médias et de penser évidemment le rôle du droit international. Donc quel cadre international pour les droits des femmes dans les médias numériques et quels instruments et quelles obligations. Donc il y a plein de choses qui jouent. Le contexte politique, par exemple, les recherches montrent que la désinformation genrée prospère dans les contextes où l'égalité des genres, la liberté d'expression des femmes sont restreintes. De plus en plus souvent, elle se fait jour non seulement dans les États autoritaires, mais aussi dans des démocraties émergentes ou bien établies, qui participent d'une tendance marquée et dangereuse, caractérisée par un recul des droits humains et une opposition au progrès des droits des femmes. Par ailleurs, une moindre implication des femmes dans la vie civique conduit souvent à la réflexion de leur liberté d'expression en général. Alors, pour aller vers une liberté d'expression inclusive et égalitaire, il y a plein de choses qu'il faut penser et réfléchir. Je ne vais pas m'étendre dessus, mais il y a la question de du renforcement de la protection contre le cyberharcèlement et les violences numériques. Et donc, réfléchir à une réponse efficace, fiable pour les victimes. Aujourd'hui, les réponses juridiques et des plateformes restent amplement insuffisantes. Il faut aussi penser à la prévention contre la désinformation genrée et donc élaborer des stratégies contre cette désinformation qui visent à discréditer les femmes. Donc la formation des journalistes et des fact-checkers, développer des algorithmes et des outils de modération inclusifs, concevoir des campagnes pour dénoncer et faire connaître, mettre en place une éducation approfondie, il y a plein d'autres possibilités. Et une protection aussi qui reposerait sur le collectif, donc renforcer la protection juridique contre le harcèlement en ligne en luttant contre l'impunité des auteurs, mais aussi développer des systèmes de protection institutionnelle et des mesures proactives des plateformes pour alléger la charge qui pèse encore aujourd'hui énormément sur les victimes et sur lesquelles souvent on repose largement les solutions. Elles sont souvent livrées à elles-mêmes et elles n'ont pas vraiment la possibilité de sortir du harcèlement parce qu'elles doivent aussi trouver les solutions. Et donc garantir la sécurité des femmes en ligne sans restreindre leur liberté d'expression en améliorant des outils de modération et en développant des dispositifs de soutien communautaire. Et il y a aussi une question qui est importante parce que effectivement ces espaces sont des espaces possiblement de harcèlement, mais je pense qu'il faut aussi penser à des journalistes qui n'ont pas forcément accès à ces outils. Et je pense que lutter contre l'illectronisme pour des journalistes, alors il y a une question générationnelle mais pas uniquement, et leur dépendance aux technologies, c'est important. C'est important de sensibiliser aussi aux risques liés à l'usage de ces technologies, pour notamment les personnes qui sont moins aguerries au fait d'arpenter ces espaces. Et puis enfin, protéger les femmes et les minorités de genre, qu'elles soient militantes, journalistes ou non, face aux menaces judiciaires et physiques. Et donc reconnaître, et bon, tout ça, la spécificité des menaces qui pèsent sur les journalistes minorisés, mettre en place des dispositifs de protection renforcés pour les femmes journalistes, racisées, LGBTQIA+, en situation de handicap, ou issues de quartiers populaires, de quartiers marginalisés. Je pense notamment à l'Amérique du Sud et au nombre de femmes journalistes qui ont pu être assassinées parce qu'elles travaillaient sur des territoires un petit peu précaires. Et donc, assurer aussi un journaliste et un soutien aux femmes contraintes de déménager en raison de menaces ou de violations de leur vie privée, et puis créer des fonds de soutien juridiques spécifiques, et notamment des programmes d'aide pour les femmes issues de minorités victimes de procès SLAP. J'en ai subi quelques-uns, c'est jamais très agréable. Je pense aussi qu'il faut penser aux femmes qui sont issues du Sud global, qui souvent font l'objet d'indifférence lorsqu'elles sont cyberharcelées, et vraiment réfléchir à des dispositifs de solidarité et d'entraide internationale pour que toutes les femmes, quel que soit l'endroit où elles vivent, puissent accéder à une protection équivalente. Et évidemment, après tout ce qui s'est passé ces dernières années, les questions de génocide, sachant que Gaza était le territoire où les femmes ont été, où les journalistes ont été le plus massivement tués, qui a
génocide qui est encore en cours en ce moment au Soudan. Il faut renforcer évidemment la protection de toutes les personnes exposées au génocide, mais particulièrement celle des journalistes qui, en zone de conflit, sont les seules personnes qui puissent nous apporter de l'information et qui sont ciblées délibérément par les puissances qui les visent. Par exemple, on sait par exemple en Israël, des personnes qui portaient le gilet presse étaient délibérément ciblées pour justement couper l'accès à l'information. Et dans ce contexte-là, évidemment, les femmes sont encore en plus grande fragilité. Donc la protection, la solidarité, ce sont vraiment des pistes de réflexion qui me semblent importantes et prioritaires. Et je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup. Ça va maintenant être à votre tour de prendre la parole pour presque une demi-heure de questions. Pour Rokhaya Diallo, je vois 2 micros qui sont en train de se préparer par ici. Il vous suffit de lever la main et le micro viendra jusqu'à vous. Merci d'attendre juste de l'avoir. Comme ça, on pourra entendre vos questions aussi dans nos enregistrements. Il y a déjà 2 mains par là au centre. Merci beaucoup, Clémence. Bonjour, merci pour votre présentation. Je rebondis directement sur la protection que vous venez d'évoquer des journalistes. Qui met ça en place? Parce que quand on voit que Bolloré rachète les médias, qu'on a des gens comme Altman qui poussent des IA pornographiques, qu'on a Zuckerberg qui est un masculiniste avéré, et du coup qui sont les personnes qui possèdent les médias aujourd'hui, en tout cas une grande partie. Est-ce que c'est aux rédactions qui sont pas dans cette mouvance de mettre en place un fonds, une protection des journalistes, ou finalement c'est des alliances qui doivent se faire de manière privée ou par des associations? Enfin, de nouveau, je trouve très compliqué d'imaginer qui va être garante de cette protection. Je pense que ça peut pas se faire au niveau des rédactions qui sont de plus en plus dépourvues de moyens. Et c'est vrai que vous évoquez Bolloré à raison, d'autant plus que Vincent Bolloré, c'est une personne qui attaque systématiquement toute personne qui mène une enquête à son sujet et qui utilise justement cette forme d'épuisement économique pour empêcher les journalistes de rapporter notamment les méfaits qui sont commis par ces soins en Afrique. Pour moi, c'est une réflexion qui doit être nationale ou transnationale. Elle ne peut pas se produire au niveau des acteurs privés qui n'ont clairement pas les moyens. Après, c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, effectivement, les personnes qui possèdent des médias ont des moyens d'influence qui vont effectivement influencer les États. Mais je pense que la responsabilité des États dans ces cas-là, c'est aussi si vous citez Bolloré et la France, c'est un contexte que je connais mieux, pourquoi lui donner des canaux en fait de télévision? C'est-à-dire que tout le monde a applaudi le fait que C8, la chaîne C8 qui appartient à Bolloré, n'ait plus de canal. Mais pourquoi CNews a encore un canal en France alors que la charte de l'ARCOM, des chaînes d'information, c'est que les chaînes doivent informer, et ce n'est pas une chaîne d'information, c'est-à-dire qu'elle ne remplit pas son rôle d'information. Il n'y a pas d'équilibre en termes de représentation politique. Il y a très peu de reportages, c'est beaucoup d'émissions de plateau, donc d'opinion. Et pour moi, il y a un levier en fait puisque en fait les États décident de qui a accès à des antennes. Et même si on parle du digital et du numérique, et qu'effectivement ce sont des antennes qui sont diffusées par maintenant des voies digitales. Je trouve pas normal en fait qu'une antenne et qu'une chaîne d'information qui fasse de la propagande, mais y compris de la propagande religieuse. Moi, j'ai pas de problème avec le fait que les gens aient des voix religieuses, mais il y a des émissions religieuses sur CNews qui est censée être une chaîne d'information. Ça contrevient à la charte d'une chaîne d'information. Et aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi il y a pas de sanction. Donc, je pense qu'il faut aussi interpeller nos pouvoirs pour comprendre ce qui se passe et ce qui fait que certains ont des passe-droits et que d'autres n'en ont pas. Mais pour moi, ça se joue vraiment à ce niveau d'institutions, soit internationales, soit européens. Et je pense qu'il faut aussi... Alors, vous n'êtes pas forcément concernés, vous n'êtes pas du tout d'ailleurs même concernés ici, mais la question du Parlement européen et des différentes directives qui sont adoptées et qui parfois contreviennent à la liberté d'expression ou menacent la liberté journalistique, c'est aussi une information qui doit circuler, sur laquelle on doit faire pression, donc viser son pouvoir de pétition citoyen pour essayer de faire en sorte que ces lois qui permettent la surveillance ne passent pas. Mais je vous ai parlé du fonds Marianne, qui vraiment était financé par le gouvernement et qui m'a super harcelé. Franchement, j'ai porté plainte, on attend toujours, je sais pas ce qui se passe, quoi. Donc, Merci beaucoup. Il y avait une question là au centre, et puis ensuite il y a une autre question par là devant. Merci beaucoup. Oui, bonjour.
pour étendre en fait la question justement du harcèlement numérique et tout, on avait des affaires qui sont concernées notamment des streameuses, celles qui me viennent en tête sont Makla et Ultia, qui ont vécu vraiment du harcèlement en ligne particulièrement violent et tout. Ces deux streameuses comme vous ont porté plainte. Et ce qui est très malheureux, c'est de voir en fait la faiblesse de la justice et de la condamnation. Dans le cas d'Ultia, je crois qu'il y a 3 personnes qui ont été condamnées alors qu'elle a reçu des milliers et des milliers d'actes de violence, Magla aussi, et tout. Et moi, la question que je me pose, c'est qu'on sait pertinemment qu'il y a toujours une assez grande latence entre les réalités nouvelles aujourd'hui induites par le numérique et la législation. Et du coup, en fait, moi, la question que je me pose toujours, c'est est-ce qu'aujourd'hui, c'est vraiment au rôle de l'État, quoi que cela veuille dire, d'agir dessus, ou alors de contraindre les plateformes médiatiques, qu'elles soient les nouvelles comme Twitch, YouTube, ou bien aussi peut-être les anciennes, à agir de manière plus forte contre ce genre d'action particulièrement ignoble. C'est une question vraiment juste. Effectivement, moi j'ai eu beaucoup de chance parce que la personne qui l'avait insulté n'avait pas masqué son IP, donc on l'a retrouvé assez facilement. On avait sollicité Twitter qui nous a pas donné ses coordonnées, et puis après on est passé par une plainte auprès du procureur de la République, et donc le procureur de la République et la police a contraint Twitter à divulguer les informations de la personne. Donc voilà, comme il n'était pas très sachant, ça nous a aidé, mais c'est souvent pas le cas. Et effectivement, l'impunité est grande, même si on sait qu'en réalité, il n'y a pas vraiment de limite. Si un État peut vraiment connaître les coordonnées de quelqu'un qui profère par exemple des menaces terroristes, les personnes on les retrouve sans aucun problème. Donc il y a aussi, je pense, une question de volonté politique. Moi, je suis pas très à l'aise avec l'idée que les plateformes agissent directement sans qu'il y ait un intermédiaire judiciaire, dans le sens où ça leur donnerait un trop grand pouvoir en fait. C'est-à-dire que ces plateformes, elles ont pas légitimité électorale, pas légitimité démocratique, et donc si elles interviennent sur leurs propres critères, finalement elles font justice et elles organisent l'espace public par elles-mêmes. Ce qu'il faudrait, c'est vraiment renforcer les pouvoirs de la justice, les compétences aussi, parce que il y a ça aussi. Moi, à l'époque où j'ai porté plainte, c'était vraiment très nouveau, donc j'ai vraiment fait face à une cour et des gens qui ne comprenaient même pas de quoi je parlais. En fait, heureusement, la procureure a pu expliquer comment fonctionnait Twitter, mais c'était vraiment, je sentais que je parlais à des gens qui comprenaient absolument rien de ce qui m'était arrivé. Donc ça arrive peut-être encore un peu, mais je pense qu'il y a aussi cette question de la compréhension et de la formation, et de comprendre aussi les dommages psychologiques. Ça, c'est quelque chose qu'on ne mesure pas. Et si les sanctions sont faibles, c'est aussi parce qu'on minore énormément la manière dont c'est traumatisant en fait de subir ce genre de traumatisme. J'avais interviewé une gameuse dans ce documentaire qui expliquait que en fait elle avait été tellement submergée par les injures qu'elle se réveillait et s'endormait avec en tête tout ce qu'elle recevait de manière continue, et ça c'est quelque chose qui n'est pas mesuré. Donc je pense aussi que même dans la manière dont la santé est organisée, la santé publique, il faut qu'il y ait des dispositifs en fait pour soutenir les personnes dans ces cas-là. Mais honnêtement, pour moi, c'est un renforcement de la justice qu'il faut, parce que, comme ça a été dit à l'instant, ces plateformes appartiennent à des milliardaires, et donc les critères qui vont être édictés par eux pour savoir ce qui doit être supprimé ou non, ce sont des critères qui, pour moi, sont pas forcément très justes, et ça peut donner lieu à des abus. C'est-à-dire que si tout à coup on considère que tel ou tel, on l'a vu, il y a, voilà, sur certaines questions, sur la Palestine, etc., il y a des comptes qui sautent, des gens qui sont shadowban, donc je pense que c'est pas vraiment dans leurs mains qu'il faut faire reposer la responsabilité de contrôler ce qui est légitime ou non. Merci beaucoup. Il y avait une question ici. Oui, bonjour. Bonjour, je m'appelle Claudia Caroline. Bonjour, Rokhaya. Merci beaucoup pour tout votre travail, votre courage et le témoignage d'aujourd'hui. Je voulais juste revenir à la question précédente sur la responsabilité. Quelle est la responsabilité pour la protection des journalistes dans ces cas-là? Et juste partager l'exemple des médias européens qui nous fait, en fait, surtout des services publics, qui prend cela très au sérieux, et donc en tant qu'employeur, et c'est devoir de protéger leurs propres employés quelque part. Et donc il y a tout un travail qui a été fait suite donc à des cas de harcèlement en ligne des journalistes pour prendre la question en main, et donc de faire du travail de prévention, c'est-à-dire donc former les journalistes à être prêtes quelque part, à s'attendre quelque part à ce genre d'échanges, et donc à savoir quel est le faire savoir, parce que comme vous avez bien écrit, c'est choquant
marquant, c'est quelque chose qui peut faire figer. Donc avoir le réflexe de prendre tout de suite des screenshots, d'avoir des preuves, etc. Et avec un accompagnement, cette préparation, c'était avec un accompagnement du service juridique et la préparation d'une cellule de crise, donc de différentes personnes au sein de la rédaction, au sein du service juridique, qui vont donc intervenir. Donc, il y a plusieurs personnes qui vont suivre tous les comptes, prendre le maximum de preuves pour pouvoir justement après entamer un service juridique. Donc ça, c'était fait à la RTBF en Belgique, à la BBC, etc. Et ça n'aide pas à faire en sorte de bloquer ces genres d'événements, malheureusement, mais ça aide les journalistes à se sentir aussi quelque part soutenus, protégés et donc pas juste abandonnés dans ce genre de situation. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, je suis Carrie Chiavilla, avocate franco-suisse et membre également de l'association structurelle. Vous êtes extrêmement sollicité à l'international, donc en Suisse énormément, aux États-Unis, vous êtes très visible également dans les médias. Vos interventions en France sont souvent contestées, très attaquées. Je vous vois à chaque fois répondre avec beaucoup de calme et je suis très admirative de cela. Comment expliquez-vous que qu'en France, votre parole soit si épidermique pour réfléchir de manière aussi épidermique pour certains, là où à l'étranger on accueille votre parole? Merci beaucoup pour cette question et pour vos commentaires par rapport à mes différentes interventions. Je crois que le proverbe « nul n'est prophète dans son pays » fait toujours sens. Je pense que de manière générale, les pays ont toujours des difficultés à entendre les personnes qui critiquent un fonctionnement systémique. Et que dans le contexte de la France, qui se vit comme un pays universaliste, comme un pays qui a fondé les théories relatives aux droits humains, contester cette sacralisation de la République, c'est extrêmement difficile. Je circule dans un espace aussi où il n'y a pas énormément de personnes noires, il n'y a pas énormément de personnes musulmanes, et donc le fait d'être cette personne-là qui a ce discours-là, c'est, je pense, assez insupportable pour un certain nombre de personnes, parce que une des caractéristiques du racisme, c'est aussi le déni, et que le fait de refuser d'entendre les problèmes structurels qui sont liés à un pays qui ne connaît encore pas très bien son histoire coloniale, c'est aussi nier la parole des personnes qui portent un tel discours. Et j'ai un exemple assez récent, et c'est intéressant parce que pour le coup c'était un homme blanc de plus de 50 ans, donc vraiment le prototype de la personne qui, a priori, la parole ne devrait pas être contestée, mais Jean-Michel Apathy, au début de l'année dernière, sur une radio nationale, donc c'est un journaliste très connu en France, éditorialiste politique, a expliqué que l'invasion de l'Algérie par la France était similaire aux méthodes en fait qui étaient employées par les nazis. Et donc il y a eu une espèce vraiment de réaction, d'une violence autour de la table quand il s'exprimait, et par la suite dans les médias où il a dû, l'antenne a présenté des excuses aux spectateurs aux auditeurs qui n'avaient pas compris. Il a été mis il a été suspendu de l'antenne, il a fini par démissionner, alors qu'en réalité c'est documenté, c'est-à-dire que les techniques d'enfumade qui ont eu lieu lors de l'invasion de l'Algérie par la France, où en fait les villages étaient envahis et les personnes se réfugiaient dans des grottes, et en fait on enfumait les grottes pour tout simplement les tuer, femmes, enfants, hommes, toutes les personnes du village. Ce sont ces techniques-là qui ont été inspirées déjà par l'invasion d'Haïti par Napoléon, et donc les enfumades sur les bateaux, et qui ont inspiré les chambres à gaz. Et ça, c'est quelque chose qui est documenté et c'est factuel. Mais les gens sont dans une logique irrationnelle et donc ne veulent pas entendre des faits. Et ce que je constate aussi, c'est qu'en France, on va facilement accueillir une parole issue de personnes afro-américaines qui va dire exactement la même chose que moi sur son pays. Et je pense que j'ai moins de difficulté à parler en Suisse que des Suisses noirs. De la même manière que j'ai plus de facilité à parler en Belgique que des Belges noirs. Ça m'arrive souvent en fait dans des espaces où des personnes belges ne sont pas, alors qu'elles ont plein de choses à dire sur leur contexte, et que c'est toujours plus facile pour des personnes d'entendre des gens de l'extérieur que d'entendre des gens qui parlent de leur propre contexte, parce que en Suisse on va dire oui mais nous au moins on n'a pas d'histoire coloniale. Mais c'est pas vrai. On sait que ce n'est pas vrai. Pas vrai. Et nous en France on va dire nous au moins on n'a pas fait la ségrégation comme les États-Unis, alors que ce n'est absolument pas vrai. Donc en fait
on est toujours, en fait, on préfère toujours les noirs des autres. On va résumer la situation. Alors, je réponds, je suis désolée, je prends encore la parole, mais je rebondis par rapport à ce que vous dites. C'est ce que vous exprimiez dans le dictionnaire amoureux du féminisme à propos de Joséphine Baker. Donc, je trouve que c'était intéressant de mettre ce point en avant. J'avais encore deux axes sur lesquels je voulais vous interroger. Comment fait-on pour avoir beaucoup plus de femmes noires qui prennent la parole, des femmes noires puissantes, sans qu'on leur envoie des stéréotypes que l'on connaît tous. Je sais que vous avez vous avez une activité associative par rapport à cela. Je vous vois également intervenir dans des podcasts et dans des émissions sur YouTube, donc des médias pas forcément traditionnels pour votre livre également, toutes les actions que vous faites ne restent pas à ta place, etc. Comment on fait pour avoir plus de femmes aussi non blanches et noires dans ces espaces-là? Et dernière question, je voulais vous entendre aussi sur le terme racisé. On parle beaucoup de personnes racisées, on parle en fait de personnes non blanches, alors qu'en réalité, nous sommes absolument tous racisés. Donc je voulais entendre votre point de vue sur l'utilisation de ce terme qui, moi, m'agace un peu quand on dit aux femmes non blanches qu'elles sont racisées, alors qu'en fait, c'est un processus sociologique et qu'en fait, on est tous racisés. Donc j'aimerais vraiment vous entendre sur ces deux points-là, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors sur le terme de racisé, en fait, aujourd'hui, il est utilisé dans une dynamique qui omet une partie de sa création. C'est-à-dire que c'est un terme qui a été créé en 1972 par Colette Guillaumin, qui est une sociologue qui a travaillé notamment sur le sexisme, mais aussi sur le racisme, une sociologue française. Et donc, elle parlait de personnes racisées, donc parlait du processus de racialisation comme un processus qui minore. Donc, les personnes racisées, c'est des personnes qui étaient minorées par le racisme et par les questions raciales, mais elle parlait aussi de personnes racisantes pour désigner les personnes blanches. Et donc, on oublie toujours, en fait, que les personnes blanches sont racisantes. C'est-à-dire que ce sont les blancs qui ont créé ces catégories raciales et ces hiérarchisations raciales, et surtout qui en bénéficient. Et donc, parler de personnes racisées, sans parler du processus de racialisation des personnes blanches, eh ben, c'est omettre le fait qu'effectivement, tout le monde est racialisé. Il y a des gens qui sont racialisés de manière défavorable, désavantageuse, et des personnes qui sont racialisées de manière avantageuse. Et donc, quand on parle de personnes racisées, c'est vrai que c'est un terme que je n'emploie pas beaucoup parce qu'il n'est pas employé avec le terme de racisant. Sinon, ça donne l'impression qu'il y a seulement un groupe qui subit qui en tout cas se situe dans la dynamique raciale. Alors qu'en fait, les personnes souvent qui ne sont pas nommées, qui sont blanches, et donc blanc, c'est pas une couleur objective, c'est un statut politique, eh bien, elles subissent aussi la racialisation à leur avantage. Et donc, je pense qu'effectivement, si on parle de personnes racisées, il faut parler de personnes racisantes, ou sinon, parler de personnes racialisées, positivement, négativement. Et c'est vrai que moi, le terme de racisé, je ne l'emploie pas parce qu'il n'est pas forcément compris comme il avait été produit dans son contexte. Et pour répondre à comment on fait, c'est très difficile, en fait. C'est difficile à plein d'endroits, c'est difficile parce qu'il y a des biais, évidemment, qui font que par exemple sur les antennes de télévision, les programmateurs, programmatrices vont toujours aller vers les mêmes visages, et je pense qu'ils vont aussi souvent chercher à programmer des personnes auxquelles ils s'identifient ou qui ont une apparence qui leur est familière. Et après, pour les femmes de manière générale, il y a une grande difficulté à les programmer. Je parle de mon métier en tant que journaliste télé, c'est de moins en moins vrai, mais ça reste quand même toujours plus difficile de programmer des femmes pour plein de raisons, pour des raisons qui sont liées à la répartition des tâches domestiques. Sachant que les femmes assurent encore aujourd'hui 70 à 80% des stages domestiques, donc elles ont clairement moins de disponibilité en dehors du foyer. Donc quand on veut les programmer sur des émissions, souvent elles sont plus occupées, et que la socialisation des femmes fait qu'elles vont moins facilement accepter. C'est-à-dire qu'on va souvent avoir des femmes qui vont dire « Ah mais c'est pas exactement mon terrain d'expertise, donc peut-être aller solliciter tel collègue », ça m'est encore arrivé récemment, je vais demander à mon supérieur, alors que les hommes savent toujours tout, ils sont toujours dispo. Même quand ils savent pas, ils viennent. Donc voilà, c'est aussi une inégalité de socialisation qui fait qu'il y a des gens qui sont sur d'eux, pas forcément de manière légitime, et d'autres qui vont peut-être minorer leurs compétences, et donc il faudra prendre plus de temps à convaincre. Et donc quand on est sur une chaîne info, par exemple, c'est le premier dispo qui vient. Et après, je pense que ce qu'il faut faire, c'est justement peut-être former les programmateurs et les programmatrices, en tout cas pour ce qui est des chaînes info. Et puis après, quand on interviewe, etc., vraiment former les gens par rapport au biais et vraiment les inciter à regarder quand ils font des reportages, qui il a été sollicité et quelle personne il peut manquer, quoi. Moi, effectivement, j'ai créé cette formation à la prise de parole publique par le constat d'une grande solitude dans l'espace public après
à l'époque où je l'ai créé il y a 3 ans, ça faisait peut-être 13 ans que j'étais dans l'espace public et que systématiquement, j'étais la seule personne non blanche sur les plateaux de télévision et très souvent la seule femme, encore aujourd'hui. Ça m'est encore arrivé récemment d'être une femme avec 6 hommes blancs. Et sur une chaîne nationale d'information. Et ça arrive régulièrement encore en 2025. Donc je pense qu'il y a vraiment plein de leviers sur lesquels il faut agir. Et aussi, je pense, comme la socialisation des femmes se fait aussi dans le fait de ne pas déranger, de ne pas prendre la parole, etc., il y a aussi une formation. Enfin, moi, c'est pour ça que je forme les femmes là-dessus. Parce que quand on était venu à Neuchâtel, vous l'avez mentionné tout à l'heure, on a formé 42 femmes à la prise de parole en public. Et je pense que la question de la légitimité, elle est vraiment sapée par l'éducation, par des messages implicites qui nous sont envoyés tout au long de notre vie. Et après, c'est compliqué d'arriver à l'âge adulte et se dire, je vais prendre la parole et surtout, je vais débattre. Parce que débattre, c'est vraiment le contraire de la féminité telle qu'elle est établie par les canons dominants. Ça veut dire s'imposer, ça veut dire potentiellement déplaire. Et c'est tout ce qu'on nous apprend à ne pas faire. Donc il y a plein d'endroits, je pense, plein de leviers sur lesquels il faut agir. Et sur les femmes noires, c'est encore compliqué aussi. C'est vraiment, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais c'est les mêmes leviers. Merci beaucoup, merci pour vos questions. On en a une autre là haut sur notre gauche. Bonjour. Oui, bonjour Rokhaya. Merci d'être là. Je fais partie d'une des femmes qui ont assisté à la formation à Lausanne, à Neuchâtel, pardon. Donc, moi, je voulais te poser la question, comment est-ce que tu envisages l'avenir avec notamment les IA génératives qui vont venir amplifier tous les biais déjà qui existent dans la réalité et qui vont également amplifier bien sûr les inégalités les personnes, enfin les femmes particulières qui sont pas journalistes comme toi, aujourd'hui elles sont déjà dépassées et disons qu'on est un petit peu démoralisé de ce qui va se passer d'ici 3-5 ans. Comment toi est-ce que tu vois cela? Merci, c'est une question importante. Je dois avouer que je suis aussi inquiète des temps qui vont venir, d'autant plus que ça va être aussi chance aux campagnes électorales et à la désinformation qui va être rendue possible par les IA. Ça va être, je pense qu'il y a vraiment une question de conscience politique qu'il faut prendre parce que ça va être un levier pour produire, pour influencer, pour produire, pour amplifier les biais et produire aussi vraiment de la haine contre des personnes qui subissent déjà des oppressions systémiques très très importantes. Et je sais pas si je peux l'envisager de manière concrète, mais ce que je sais, c'est qu'il faut vraiment se préparer. Il faut vraiment préparer une riposte et surtout une compréhension. Parce qu'on voit déjà aujourd'hui, les IA produisent pas forcément des images parfaites, mais suffisamment critiques pour qu'elles circulent. Et on voit de plus en plus sur les réseaux, sur TikTok, sur Insta, des reels qui passent pour vrai et qui ne le sont pas, alors que c'est pas encore nickel. Donc je pense que c'est vraiment, sur les campagnes à venir, je pense qu'on va vraiment avoir des controverses amplifiées, appuyées ou créées par ce genre de fausses informations, de désinformation. Et pour le moment, je vois quand même un horizon un peu sombre. Alors, je ne sais pas quelle sera la riposte, mais il faut vraiment qu'on se prépare à répondre à ça et à créer un nombre d'axes qui permettra à la fois de désamorcer tout ça et puis de protéger les personnes qui vont en être victimes. Mais je crois qu'on a passé des années pas très faciles. Après, voilà, toujours des positifs finissent par survenir, mais il faut vraiment se préparer à ce que ce soit compliqué dans les 3-5 années qui viennent. Merci beaucoup. On va prendre une dernière question parce que le temps file. Je crois qu'il y a un micro par ici. Oui. Merci beaucoup pour l'intervention et pour toutes ces ressources. À un moment, vous avez mentionné que pour se préparer, il faut se protéger les victimes de harcèlement, aussi faire de la sensibilisation contre la désinformation genrée sans prévenir. On a parlé de responsabilité internationale, etc. Mais vous avez aussi mentionné de s'organiser de manière communautaire. De cette manière-là, si vous avez des exemples, des tips sur comment s'organiser pour s'en prévenir. Oui, je pense que déjà, s'organiser même à un niveau interpersonnel, je pense que le classique, quand on est cyberharcelé, de utiliser les réseaux sociaux avec des amis, de pas regarder, c'est vraiment des choses classiques, mais se déconnecter, c'est vraiment faire en sorte qu'on ait son entourage qui veille et qui accède et qui éventuellement signale les choses nécessairement, qu'on a signalé, c'est important. Et après, aller vers les collectifs, il y a un super collectif en France qui s'appelle Féministes contre le cyberharcèlement, qui fait un travail absolument formidable, qui donne des ressources, et donc peut-être aller vers des organisations
cet ordre-là, et des organisations féministes qui, voilà, de femmes qui sont aussi des espaces de ressources psychologiques. Je pense que ça, c'est important. Il y a les équipes de juristes aussi qui s'organisent. Alors, je pense plutôt à la question antiracisme, mais il y a voilà, quand notamment il y a des manifestations antiracistes contre les violences policières, il y a une méga-team antiraciste qui s'est créée, qui justement permettait aux gens qui pouvaient être arrêtés en manif d'avoir immédiatement accès à des avocats. Je pense aussi aux syndicats. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est important. Aux collectifs de journalistes qui peuvent exister. Enfin, c'est tout ça. Mais je pense que le premier lieu communautaire, c'est vraiment l'entourage immédiat, donc entourage familial, amical, les camarades, les amis. Enfin, c'est vraiment important. Et je pense qu'il faut aussi se dire que, dans tout ça, l'humain, c'est quand même ce qui est le plus fort, et c'est ce qui reste la ressource la plus puissante. Et c'est vrai que toutes ces automatisations possibles de harcèlement sont effrayantes. Mais quand même, l'humanité qui nous caractérise, c'est une immense source de force et de solidarité. Je pense qu'il faut quand même qu'on continue à compter là-dessus. Merci beaucoup, merci à vous, Rokhaya Diallo, pour ce moment ultra inspirant, plein de ressources, de prise de conscience. On l'a compris, ça va pas être facile, on va vers des moments pas faciles, mais vous nous donnez envie d'y aller quand même. Je vous propose un tonnerre d'applaudissements pour Rokhaya Diallo.